Un petit voyage à Rennes. Et en tout cas, t'es pas allé en Bretagne. Ça me rappellera les vacances. C'est surtout qu'on n'est pas sûr d'y arriver quand même. Bah, les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais le centre de Rennes, peut-être qu'il est pénétrable. Il faut rappeler qu'il n'y a pas que les images radars qui sont traitées à Rennes. Il y a les procès-verbaux électroniques, les PVE, et il y a les fameux forfaits de post-stationnement, les FPS. Donc, voir un petit peu les faire parler là-dessus. Monsieur le député. Je vois que vous avez amené des contraventions. Bah non, mais moi ça fait des années que je paye des contraventions et je les envoie toujours au centre d'encaissement Rennes. Et là, 2 fois dans la même journée, 90 € la même journée, je dois avouer que quand vous m'avez proposé après de savoir où allait l'argent des radars, ça m'a pas déplu de le savoir, parce que là ça rentrait dans quelque chose d'hyper concret pour moi. En 2018, les radars ont rapporté 860 millions d'euros à l'État. C'est la 3e meilleure année depuis leur instauration il y a plus de 15 ans. Et ce, en dépit des dégradations des gilets jaunes. Les radars sont devenus le symbole du ras-le-bol fiscal. À mort des taxes. D'une vie trop chère pour les Français. Le centre de toutes les crispations. Selon le gouvernement, ce vandalisme s'est élevé à plus de 360 millions d'euros. Mais il n'y a pas que cela qui coûte cher aux Français. Derrière ces boîtes grises, ce sont des entreprises privées qui font tourner la boutique. Et l'État n'est pas très regardant sur la facture. Car les radars, ça rapporte. Ça produit. Et on ne regarde pas trop si ce produit est au meilleur coût. La belle et louable volonté politique, sauver des vies, s'est transformée en privatisation sans le dire. Ces gros marchés publics, on n'en parle jamais. Notre enquête va montrer comment les entreprises privées profitent du système. Des marchés publics controversés, des prestations hors de prix, des millions partis en fumée. Dès l'instant où le matériel entrait dans l'entrepôt d'Atos, il prenait 20%, je leur ai proposé de placer mon argent chez eux. 20%, ça se prend. Hein. Et alors ? Et alors, ils n'ont pas beaucoup aimé ma plaisanterie. Des hommes politiques ont participé à certains de ces marchés publics avant de se retrouver à la tête des sociétés bénéficiaires de ces mêmes contrats. La prise illégale d'intérêt, c'est ça. C'est qu'on a servi l'État, c'est-à-dire qu'on a servi l'intérêt général, on a servi le service public, et puis après, on va servir l'entreprise pour laquelle on était intervenu en tant que représentant de l'État. 2 informations judiciaires sont ouvertes pour favoritisme et prise illégale d'intérêt. Allô, oui. Oui, bonjour, c'est Madame Treux, je vous rappelle... Oui, Madame Treux. Vous savez, en ce moment, les radars, c'est un sujet... c'est un sujet difficile, là, voyez-vous. Vous n'êtes pas dans les meilleurs vents, vous voyez. Ouais. Il y a des vents contraires. Je vous appelle pour relancer ma demande sur le CNT de Rennes. C'est j'appelle de reportage à Rennes. Il y a des vents contraires. Oui, bonjour, Lise Treux, je suis journaliste pour Reflet et je vous appelle suite à une demande d'interview. Est-ce qu'on peut se rappeler d'ici une petite demi-heure, c'est possible? Oui, bien sûr. Oui, bonjour, Monsieur Barbe, Lise Treux, je suis journaliste, je vous ai appelé hier au sujet d'une demande d'interview, je me permettais de vous rappeler. Je suis en réunion là, je vous de vous rappeler, ok? Veuillez laisser votre message après le bip. Oui, bonjour Monsieur Monchâtre, Lise Treux, je reviens vers vous suite à votre mail et j'ai l'impression qu'on s'est mal compris. Allô? Oui, bonjour Monsieur Barbe. En fait, j'ai fait une demande pour faire des images et en fait, on me dit que c'est impossible. Nous, ce qu'on refuse de façon assez systématique, c'est le tournage à l'entaille à Rennes. Il y a des vents contraires.
On voudrait aller à Rennes grâce à un parlementaire au Centre national de Rennes, puisqu'on n'y arrive pas par la voie officielle, on nous refuse l'accès. Est-ce que toi, tu aurais des idées de députés ou sénateurs que ça pourrait... Si l'on veut tant aller à Rennes, c'est parce que c'est le centre névralgique de la verbalisation en France. Surtout, toutes nos demandes sont refusées par la sécurité routière. Et ça nous intrigue. Non, on n'a pas essayé Antoine Lefebvre. Est-ce que je sais Ruffin ou pas? Il est quoi, lui? Décision Ruffin. Je lui ai envoyé des textos, il m'a jamais répondu. Antoine Lefebvre, tu l'écris comment? Lefevre. Ouais. Il est républicain. Et donc, lui, il a fait un truc sur le recouvrement des pénales. Ouais. Oui, François Ruffin. Bonjour, c'est Jacques Duplessis à l'appareil. Ouais, on s'était vu à Anticorps quand on avait eu le prix. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Allô? Oui, bonjour. Je suis François Ruffin, je suis député et je viens pour visiter le centre de traitement des contraventions, s'il vous plaît. Vous pouvez patienter un instant, monsieur. Merci. Le député Ruffin avait bien annoncé sa visite. Monsieur le député, oui. La chef d'établissement va venir à votre rencontre. Ok, Il arrive. je vous remercie, monsieur. Sans que cela provoque la réaction de la sécurité routière. Bonjour, madame. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Anne Laborde. François Ruffin. Alors, les caméras, non. Désolée. Je vais vous demander de ressortir. Et d'autre part, moi, c'est vrai que je suis intéressé à savoir, je dirais, où va l'argent, quoi. Okay. C'est une information qui, à mon avis... Bon, écoutez, moi, je n'ai pas été informée de votre venue, donc il n'y a rien d'organisé. Ce que je vous propose, c'est que vous allez venir avec moi. Je vais appeler ma hiérarchie pour savoir ce qu'on peut faire. En revanche, les caméras, c'est pas possible. Moi, mon objectif, je pense qu'un site comme celui-là, je sais pas combien de millions vous brassez et puis tout ça, mais c'est de l'argent des Français. Normalement, ça devrait être possiblement ouvert aux parlementaires, mais aussi aux médias qui veulent couvrir cette information-là, quoi. Vous allez venir avec moi, très bien. je vais appeler ma hiérarchie, voir ce qu'on peut faire. Et madame, vous êtes? Je suis journaliste, en fait, on suit Monsieur Ruffin. D'accord. Bon. Enfin, je vais voir après avec ma direction, mais là, à ce stade, je... Bon. Vous m'avez donné un badge. Nos caméras refusées, coup de chance, Jacques, l'un de nos journalistes, est passé entre les mailles du filet. Le voilà avec le député François Ruffin en route pour la forteresse. C'est dans ce centre de Rennes que les procès-verbaux sont fabriqués. Et voilà ce qu'il a vu. Ici, en 2018, le ministère de l'Intérieur a dressé 34 millions de PV. Il s'agit des infractions relevées par les radars automatiques, les excès de vitesse, les franchissements de feux rouges et les défauts d'assurance. Mais il y a aussi tous les autres. Ceux dressés par des policiers pour une ceinture non attachée, un portable au volant, une circulation sur une voie de bus. Le PV papier n'existe plus. Les agents dressent leurs contraventions sur des tablettes. C'est ce qu'on appelle le PV électronique. Ils le font même de plus en plus à distance, à travers un réseau de caméras. On ne vous arrête plus, vous découvrez que vous avez été verbalisé en ouvrant votre boîte aux lettres. Et pour le stationnement, c'est le même principe. Que ce soit par les radars automatiques ou ces procès-verbaux électroniques, toutes ces données numériques convergent vers Rennes. Dans cette usine à PV, où tout est traité de manière automatisée, ou presque. Moi, j'ai vu un peu donc, comment ça se passait. Donc, il y a des ordinateurs qui reconnaissent automatiquement la plaque d'immatriculation, mais quand ça ne marche pas, il y a des bonhommes qui viennent derrière pour essayer de confirmer. Et quand il y a vraiment le doute, il y a un officier de police judiciaire qui dit « bah non, là c'est un camion de pompiers, on ne va pas le verbaliser » ou bien là, on n'arrive vraiment pas à lire la plaque, ça ne va pas. Mais le plus impressionnant, c'est la machine où tu vois défiler des tonnes et des tonnes de papier avec des amendes qui arrivent de partout en France, quoi. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle n'ait pas été... Plus surprenant, au lieu de rencontrer des fonctionnaires et des policiers, ils n'ont croisé que des salariés d'entreprises privées.
Partout où on allait, c'était que du privé. Ils nous ont donné le nombre. En fait, globalement, tu as 100 personnes du service public sur 500. Voilà. Surtout DocaPost, la filiale de la Poste. Et après, je crois, Tessie pour le centre d'appel. Donc voilà. Au centre de Rennes, les photos des radars sont d'abord décryptées par des employés du secteur privé, avant de passer furtivement entre les mains de policiers et gendarmes. D'ailleurs, au cours de leur visite menée au pas de course, François Ruffin et Jacques n'en ont croisé aucun. Ce qui impressionne ici, ce sont les volumes très importants. 90 000 PV y sont dressés par jour. En une dizaine de minutes depuis le début de notre documentaire, cela en fait plus de 2300 enregistrés. Mais ce qui frappe aussi, c'est de voir que ce sont surtout des entreprises privées qui font tourner la machine. Les employés de DocaPost aident au déchiffrement des immatriculations flashées par les radars. Ils s'occupent aussi d'imprimer les contraventions et de les envoyer. Quant à l'entreprise Tessie, c'est elle qui gère les appels des usagers. Mais il y en a bien d'autres qui ont échappé à nos deux visiteurs. À commencer par les grandes boîtes informatiques telles que Capgemini. Car Rennes, c'est surtout un grand centre informatique. Puis, il y a les fournisseurs de radars comme Idemia ou encore Fareco. Fareco, c'est celui qui livre les voitures radars à l'État depuis 2012. Vous savez, ces voitures de haute technologie qui flashent en roulant. La voiture fait tout toute seule, voilà. La voiture fait tout toute seule. Ce jour-là, à Évreux, Emmanuel Barbe, le délégué à la sécurité routière, est fier de montrer à toute la presse ses nouvelles voitures radars entièrement automatisées. Vous avez le système de mesure de la vitesse. L'impression d'être au salon de l'auto. Voilà, vous avez ici, ça sert à quoi le truc ici? C'est le filtre infrarouge. Voilà, ça c'est un filtre infrarouge. Voilà, et puis ici vous avez tous les ordinateurs qui permettent de savoir exactement où est la voiture et de faire les calculs. Leur nouvelle conception doit permettre au gouvernement de se passer des gendarmes et policiers à bord, afin de les confier au privé. La voiture, il saura exactement le chemin qu'il doit suivre. Cette privatisation, elle est en train de s'étendre à toute la France, région par région. Ce qui interroge les journalistes à ce moment-là, c'est de savoir quelle entreprise fournira les chauffeurs de ces voitures radars. Comment sera attribué ce marché public? Il y a des clauses et des conditions à remplir et on verra comment on attribuera ces marchés dans la plus grande transparence. Vous savez que les règles des marchés publics sont extrêmement contrôlées. On vous le dit tout net, la plus grande transparence n'a pas eu lieu. Alors, vous voulez que je vous représente un peu la voiture? L'autre règle essentielle des marchés publics, c'est la mise en concurrence. Ancienne génération, si je puis me... L'État ne peut pas préjuger d'une situation économique dans laquelle il n'y aurait pas d'opérateurs concurrents, sauf à l'avoir lui-même restreint de manière artificielle à travers des caractéristiques techniques dans sa définition du besoin qui a pour effet d'exclure des candidats. Pourtant, à peine un mois après cette conférence de presse, nous découvrons le document d'attribution du marché de ces nouveaux radars. Tous ces appareils dans le coffre, ces caméras, ces boîtes noires. Le document révèle qu'un nouveau marché a été passé pour 45 millions d'euros avec Fareco. Mais... sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence. Pour justifier cette étrange décision, la sécurité routière explique. La société Fareco est détentrice d'un certificat de type sur ses matériels, certificat qui atteste que le produit a subi avec succès une homologation, ce qui rend impossible toute concurrence. Une homologation, c'est ce qui permet de certifier qu'un radar fonctionne correctement, que les vitesses qu'il relève sont fiables. Mais cette homologation n'est pas indispensable pour lancer le marché et acheter le matériel. Elle l'est pour l'utiliser. D'ailleurs, en 2012, pour les anciennes voitures radars, c'est ce qui s'était passé. L'État avait laissé un délai de 6 mois à compter de la notification du marché à l'entreprise pour obtenir cette homologation.
L'homologation, la certification, la normalisation, etc., on en trouve dans énormément de prestations. Elles ne doivent pas constituer des motifs de discrimination entre opérateurs. Il n'y a aucune raison a priori de limiter la mise en concurrence en présumant que seule une entreprise était homologuée et à même de satisfaire ce besoin. Et pourtant, Fareco a donc livré ses voitures radars sans mise en concurrence. Un dysfonctionnement qui n'a pas échappé à l'association anticorruption Anticor qui s'est emparée du dossier. Là, on a carrément dit il n'y a que la société Fareco qui peut obtenir le marché des radars transportés parce que seule la société Fareco est détentrice de ce qu'on appelle les certificats type. Mais en réalité, n'importe quelle autre société aurait pu obtenir ce certificat. Maître Carsanti conteste les explications avancées par l'État pour se justifier. La loi permet de passer des marchés sans appel à la concurrence. Mais dans ce type de cas, il faut que, et la loi le dit, il faut que l'entreprise qui est pressentie pour passer le marché ait un procédé ou des procédés techniques qu'elle seule dispose. Et il faut que dans le marché, on explique en quoi la société dispose de ces seuls procédés techniques. En réalité, on nous explique que c'est la société Fareco parce que c'est la société Fareco. En réalité, il n'y a aucune explication des capacités techniques dont la société Fareco serait détentrice, à la différence d'autres sociétés. On a fait exprès de le choisir, mais globalement, les excès de vitesse constatés par les machines sont sensiblement... Le comble, le ministère de l'Intérieur lui-même nous confirme dans un mail Fareco, n'ayant pas en interne les compétences nécessaires, a dû faire appel à un sous-traitant, la société Sisnav, pour réaliser ces voitures qui ont été présentées à la presse. Fareco ne dispose donc d'aucun procédé technique spécifique. La société n'est même pas compétente pour développer seule ses nouveaux équipements. C'est pour cela que l'association Anticor a déposé une plainte pour délit de favoritisme. Une information judiciaire est ouverte, un juge d'instruction désigné. Ce marché avec Fareco, c'est l'un des derniers exemples d'une longue série de dérives. À croire que les dés sont pipés depuis les origines du système, depuis la naissance même des radars. Et je voudrais marquer ce quinquennat par trois grands chantiers, mais qui ne sont pas de pierre. C'est d'abord la lutte contre l'insécurité routière. Je suis absolument horrifié par le fait que les routes françaises sont les plus dangereuses d'Europe. La belle histoire commence en 2002. Pour répondre aux vœux du président de la République Jacques Chirac, le gouvernement décide de lancer les radars automatiques. Et il entend aller vite. C'était vraiment un grand chantier du quinquennat qu'il fallait démarrer tout de suite. Donc on l'a démarré tout de suite. Dès le mois de juillet, on s'est mis au travail, on s'est demandé quelles mesures il fallait prendre sur le code de la route, sur les points de permis de conduire, sur les campagnes de communication. Donc il y avait pour nous vraiment urgence. Il y a un comité interministériel de sécurité routière qui est convoqué. Ça veut dire que tous les ministres ayant à voir avec la sécurité routière sont là. Le ministre de l'Intérieur, le ministre des Transports, le ministre de la Justice, le ministre des Finances qui est toujours là, bien entendu, et sous la houlette du Premier ministre, qui était Jean-Pierre Raffarin. Un projet de relevé de décision nous arrive quelques jours avant la tenue de cette réunion, qui indique qu'on va lancer une expérimentation de radars automatiques. C'était de l'ordre de 2 ou 3 qu'on allait expérimenter. Et je trouve ça tout à fait aberrant, si vous voulez, d'aller à si petits pas. Donc, je vois Nicolas Sarkozy, mon ministre, et je lui dis, il faut qu'on tape un grand coup dans cette affaire-là. Et il me dit, vous avez raison, et on convient qu'il faut demander la mise en place de 1000 radars. Sur ce projet des radars, Nicolas Sarkozy est omniprésent. Une occasion pour lui d'occuper le terrain médiatique.
Le ministre de l'Intérieur cherche alors à prendre le dessus sur le ministre des Transports. Comme nous le raconte un conseiller de cette époque qui ne souhaite pas être reconnu. Je peux vous dire que depuis le début du cabinet Sarkozy à l'intérieur, il n'aurait qu'une chose, c'est de récupérer la direction de sécurité routière. Enfin, c'était l'époque du lancement de Sarkozy, quoi. Mise sur orbite de Sarkozy, il faut quand même comprendre. Ils étaient partout, ils décidaient de tout, ils s'imposaient partout. Oui, monsieur Sarkozy ? Oui, bonjour, Stéphanie Fontaine, je suis journaliste. Je cherche à vous joindre parce que je réalise un documentaire sur l'histoire des radars automatiques. Donc, je ne sais pas pourquoi vous permettez de m'appeler sur mon téléphone portable. Je ne vous connais pas. C'est vrai Monsieur Sarkozy, je ne sais pas qui vous êtes. Je viens de vous remercie de ne pas utiliser ce téléphone et de passer par mon attaché de presse. Oui. On n'appelle pas les gens sur leur portable comme ça. Hein, je ne vous connais pas. Mais j'en doute pas. J'ai pas dit que je vous connaissais. Vous me dérangez. Voilà. Point. C'est tout. C'est pas comme ça qu'il faut faire dans la profession. Vous voyez ? On dit pas bonjour monsieur Sarkozy, je suis journaliste. Je voudrais vous interviewer. Est-ce que je me permets de vous appeler sur votre portable ? C'est incroyable. Je suis désolé, mais c'est non. Écoutez, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas ces méthodes. Mais je vois pas de quelle méthode vous me parlez. Très bien. Monsieur, prenez des cours de bonne éducation, madame. On n'appelle pas les gens sur leur téléphone personnel quand on ne les connaît pas. Hein ? Je ne suis plus dans la vie publique et je n'ai aucune interview à faire de quoi que ce soit. Sur l'histoire des radars automatiques, vraiment, il n'y aurait... Merci, madame. Au revoir. Allô ? Oui, madame Vacher ? Oui. Oui, bon, madame Jacques Duplessis, je suis journaliste. Je travaille avec Stéphanie Fontaine sur le projet de documentaire sur l'histoire des radars automatiques. Et... Oui, j'avais déjà eu son mail, mais pour tout vous dire, le président n'a vraiment pas l'intention de s'exprimer sur ce sujet. Ah bon, et pour quelle raison ? Il parle peu dans les médias et il choisit des sujets un peu plus larges, mais voilà, sur les radars automatiques, il n'a pas l'intention de s'exprimer. Toutes nos tentatives ont échoué. Nicolas Sarkozy, très actif sur le sujet à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, refuse aujourd'hui d'en parler. Mais l'homme qu'il a nommé pour diriger la mise en place du système automatisé en 2003 revient pour nous sur l'origine de cette histoire. J'ai été choisi par le ministre de l'Intérieur et tout particulièrement par son directeur de cabinet Claude Guéant lorsqu'il s'est agi donc de mettre en œuvre le programme radar automatique. À partir du 1er août 2003, j'ai reçu ma lettre de mission m'indiquant que je prenais la tête donc de ce projet et qu'il fallait que je décline les 100 radars à la fin de l'année, ensuite les 1000 qui arrivaient juste après, etc. Pour y parvenir, une décision importante est prise, celle de faire appel au privé. En 2003, la construction de ce grand chantier est confiée à 2 entreprises. Sagem, ancienne filiale de Safran, pour fournir les radars. Et Atos, pour toute la partie informatique. Depuis, on a retrouvé une centaine de marchés publics passés pour le développement de ce système automatisé. Pour être exhaustif, on a demandé la liste complète de ces contrats au ministère de l'Intérieur. Demande restée sans réponse. Nous avons donc épluché tous les documents budgétaires publiés par le Parlement chaque année et tous ceux de la Cour des comptes. Selon nos calculs, depuis 2009, l'État a déboursé pour ces contrats plus de 2,5 milliards d'euros. Une affaire très rentable, puisque les radars ont rapporté dans le même temps à eux seuls plus de 7,5 milliards. Pour 1 euro investi, c'est 3 euros encaissés. Au-delà des mastodontes Sagem et Atos, choisis par l'État au départ, c'est une PME qui s'avère indispensable à la mise en place des radars. C'est Raphaël Barthold qui nous met sur la voie. Il y avait une société, une PME qui travaillait sur la mise en place de
les fameux radars qu'on appelait automatiques. Et quand j'ai commencé à demander au chef d'entreprise, qui s'appelait M. Joquel, je lui ai dit, voilà, M. Joquel, est-ce que vous êtes en mesure de répondre au marché que je vais faire? Il m'a dit, mais M. Bartol, excusez-moi, mais je vois bien que vous n'y connaissez rien. C'est impossible. Alors je lui ai dit, écoutez, merci M. Joquel, mais je trouverai d'autres moyens d'y arriver. Mais qui est ce monsieur Joquel? De quel autre moyen parle-t-il? Pour le savoir, nous cherchons désespérément à le faire parler. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces premiers marchés? Parle, mon fils, je t'écoute. Allez. Une vraie tombe. Bon, passons aux choses sérieuses. Le nom de sa société, tu m'as dit que c'était quoi? Positive. Positive, je pense. Moi, je l'ai retrouvé. 2004, procès verbal du conseil d'administration, changement de président. La société est constituée en 91 et en 2004, il se passe quelque chose. Il le raconte dans l'usine nouvelle au mois de novembre 2003, donc l'année de la mise en place des radars, quelques jours après la pose du premier radar. C'est le plus gros marché jamais passé dans le monde pour le contrôle de la vitesse, s'exclame Paul Joquel, PDG de Positive. La PME basée en Antony, Hauts-de-Seine, fournit à Sagem le cœur du dispositif. L'appareil de prise de vue numérique comptant pour la moitié du prix total d'un radar qui est de 80 000 €. Ok, donc prochaine étape, il faut trouver ce monsieur Joquel, qui était le patron de Positive. Bonjour, c'est Stéphanie. Après des heures de recherche et de coups de fil, nous mettons la main sur un numéro de portable. Paul Joquel, bonjour. Paul Joquel. Oui, allô? Oui, allô? Oui, monsieur Joquel? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je viens d'essayer de vous joindre, effectivement. Je suis Stéphanie Fontaine, je suis journaliste et je fais un documentaire sur l'histoire des radars automatiques et j'ai rencontré, j'ai rencontré dans ce cadre monsieur Bartol de la semaine dernière qui m'a parlé de vous et de votre société, en fait. Parce que, en fait, en gros, il m'a expliqué que, en fait, en France, c'était vous qui aviez la technologie, en fait, au départ. Enfin, je vous avouerai... Au départ. C'est moi qui ai installé les premières cabines en France. Dans le mille, nous retrouvons donc celui par lequel le système a été possible. Paul Joquel travaillait avec le ministère de l'Intérieur sur la fabrication des radars, et plus spécifiquement sur l'appareil qui prend les photos à l'intérieur. L'homme d'affaires a du flair. À la fin des années 90, il sent le vent tourner. J'ai travaillé pendant 20 ans dans les systèmes photographiques qui étaient couplés au radar. Il m'est apparu à un moment, et dans le cadre de la société que je dirigeais, que l'évolution de l'argentique vers le numérique était inéluctable. Donc le vrai avantage, c'est qu'au lieu d'avoir à charger un appareil photo, de retirer une pellicule, de l'envoyer dans un laboratoire, ce support numérique était simplement retiré en fin de mission et pouvait contenir 100, 200, 300 photos. Au ministère de l'Intérieur, ils ont tout de suite été, séduits et emballés par le matériel. Voilà, ben là on arrive à la première cabine numérique qui a été installée dans le cadre du contrôle automatisé. Cette cabine, c'est le premier radar fixe automatique installé sur le territoire. Inauguré en 2003 par 2 ministres clés dans la création des radars en France, Gilles de Robien au transport et Nicolas Sarkozy à l'intérieur.
Donc dans la cabine, il y avait un radar fourni par la SAGEM, un système photographique fourni par la société Positive, qui était la société que j'ai créée et qui a par la suite été rachetée par la SAGEM. Cette cabine fait partie du premier marché public passé par l'État en 2003 avec la société SAGEM. Au cours de notre enquête, nous avons recueilli le témoignage d'un ancien cadre de cette société sur les conditions d'attribution de ce marché. Son interview a été rejouée pour préserver son anonymat. De toute façon, c'est un secret de polichinelle. Dans ce genre de business, on fait d'abord le choix du vainqueur, ensuite on va choisir les candidats. C'est dans ce sens-là que les choses se font. C'est pas la peine de rêver. À partir du moment où, 1, il y a la puissance publique qui est prise dedans, 2, que c'est lié à des activités un peu régaliennes, on fait d'abord le choix du vainqueur. Ensuite, on organise la compétition. La notion même de compétition, je suis pas sûr qu'il y en ait eu vraiment. Et ça n'a jamais gêné personne. C'était tout de même aussi un sujet un peu sensible, les débuts des radars. Mieux valait avoir des acteurs qu'on puisse contrôler d'assez près. Après, on a fait semblant d'être content lorsqu'on a reçu la notification du marché. Que SAGEM ait pu être favorisé par l'État, nous l'avons entendu plusieurs fois au cours de notre enquête. Mais les acteurs de l'époque nient toute irrégularité. Nous, on a eu des gens en interne de chez SAGEM qui nous ont dit « Ah bah de toute façon, nous, on savait dès le début qu'on allait gagner ». Et bon, c'est un peu surprenant. Bah écoutez, moi, c'est surprenant, mais ils savaient qu'ils allaient gagner sans doute parce qu'ils avaient réfléchi à ça, parce qu'ils avaient des équipes qui étaient préparées. J'ai souvenir véritablement que nous nous étions assurés de la régularité des conditions de passation de ces marchés. Aucune question à se poser finalement sur ce... Rien du tout. Enfin, il y a eu des appels d'offres et malgré la rapidité avec laquelle nous souhaitions que tout cela se mette en place, et ça a été rapide, toutes les obligations juridiques ont été respectées. Et si c'était justement cette rapidité avec laquelle le ministère de l'Intérieur voulait mettre en place le système, le problème ? Pour y voir plus clair et surtout savoir si l'entreprise SAGEM était si certaine de remporter ce premier marché, nous sommes retournés voir son partenaire de l'époque, le patron de Positive, Paul Jocquel. La SAGEM était certaine d'avoir le marché. Elle était tellement certaine d'avoir le marché qu'elle m'a commandé le matériel alors que l'appel d'offres n'était pas encore publié. Le gouvernement y tient. Il veut des radars opérationnels avant la fin 2003. Des délais intenables sans cette commande anticipée par SAGEM. Parce que fabriquer des radars, la SAGEM sortir sans radar, c'était l'enfance de l'art. Mais pour sortir les matériels vidéo, Canon demandait 3 mois, c'est fabriqué au Japon, il demandait 3 mois de délai pour livrer les objectifs en question. Donc avec un marché notifié en octobre, vous comptez octobre, novembre, décembre, on ne pouvait pas recevoir les objectifs avant la fin du mois de décembre, donc on ne pouvait en aucun cas livrer les matériels pour la fin de l'année. Ce que Raphaël Barthold savait, Paul Jocquel lui-même le lui avait indiqué. Quand j'ai commencé à demander au chef d'entreprise, Monsieur Jocquel, je lui ai dit... Comme nous lui rappelons, avec un extrait de notre interview avec le préfet Barthold. Des radars qui fonctionnent pour tout ça. C'est impossible. Alors je lui ai dit, écoutez, merci Monsieur Jocquel, mais je trouverai d'autres moyens d'y arriver. Voilà. C'est délicat parce que ce qu'il dit, c'est à la fois vrai et on a trouvé des biais pour que justement les souhaits de M. Barthold soient exaucés. Quand M. Barthold vous dit eh bien, puisque vous me dites que c'est pas possible, je trouverai d'autres moyens, qu'est-ce que vous pensez qu'il entend par là ? La réflexion qu'il fait, on voit bien que la solution, probablement, ça a été de faire pression sur la SAGEM pour que la SAGEM passe une commande à Positive. Mettre en place le système avant la fin 2003, c'était aussi intenable pour la concurrence, en raison de problèmes d'homologation. C'est d'abord qu'on était les seuls à être homologués,
et qu'aucune société ne pouvait être homologuée avant la fin de l'année, parce que la durée d'une homologation d'un matériel radar est de l'ordre de l'année, ça ne laissait pas beaucoup d'ouverture pour les concurrents. Des conditions valables selon lui pour le deuxième marché aussi, celui des 1000 radars en 2004. Le gouvernement voulait aller vite. Les délais qu'il imposait ne laissaient guère de place à la concurrence. De fait, Sagem était la seule à pouvoir l'emporter à la mise en place du système. Qu'en était-il d'Atos, l'autre entreprise choisie à l'époque pour le développement informatique du système? Ce sont les meilleurs qui ont gagné, Atos et puis Safran, vous me le rappeliez, que deux grandes entreprises françaises se soient montrées les meilleures pour emporter ce marché. Ça me semble une excellente chose. Et puis voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas la peine de chercher des choses. Est-ce qu'Atos a été favorisé? Bon, ils ont été favorisés puis ils ont gagné le marché. Mais je m'en réjouis. Un jour, je rencontre une ancienne collègue avec qui j'étais en poste à la direction de la surveillance du territoire, qui me demande, elle me dit qu'est-ce que tu fais? Tu es où maintenant? Je lui dis je suis à l'ANTAI, l'Agence nationale du traitement automatisé des infractions. Elle me dit ah bon, c'est Atosland. Alors je la regarde, quoi, Atosland. Et après coup, effectivement, me rappelant de ce que j'ai pu voir, je me suis dit effectivement, c'est Atosland. C'est Atos qui a pris les commandes. En 2014, panique dans l'usine APV. Le centre de Rennes est visé par une enquête de l'Inspection générale de l'administration. L'IGA, c'est l'organe de contrôle du ministère de l'Intérieur. Résultat, un rapport embarrassant gardé secret. On n'a pas eu accès au rapport, le rapport a été bloqué, on ne pouvait pas y accéder. Personne ne pouvait l'avoir. Normalement, les rapports de l'IGA sont publics, mais personne ne pouvait l'avoir. Un rapport ultra confidentiel que nous avons fini par récupérer. Il dénonce de nombreux manquements dans la gestion des marchés publics de l'ANTAI, l'établissement qui gère le centre de Rennes. L'enquête vise surtout à comprendre comment la société Atos a pu remporter depuis 2003 tous les gros contrats de ce centre de traitement de tous les PV. Nous avons retrouvé celui qui l'a mené, Richard Castera, aujourd'hui à la retraite. Oui, monsieur Richard Castera? Oui, bonjour monsieur, c'est Stéphanie Fontaine. Je suis journaliste et j'ai lu votre rapport sur l'inspection générale de l'administration concernant les marchés publics. Je me permettais de venir à votre porte pour savoir si vous acceptiez de me parler. Bon, même en off? Non, même en off. Parce que vraiment, votre rapport, il est quand même intéressant. Bah écoutez, merci pour cette appréciation. Je ne peux pas vous parler, c'est un rapport confidentiel. Bon, et il n'y a vraiment pas moyen qu'on se parle... D'accord, il n'y a vraiment rien à faire. Non, décidément, rien à faire. Richard Castera refuse de nous parler. Il s'est pourtant montré particulièrement critique dans son rapport. Des délais intenables pour un nouvel entrant. Atos profite d'une rente de situation pour pratiquer des prix élevés, mise en concurrence biaisée, intérêt financier de l'administration guère préservé. Des critiques valables dès les origines du système. Pour lui, l'un des péchés originels, c'est d'avoir confié à une seule et même entreprise, Atos, toute la gestion du centre de Rennes dans un marché public global. Le meilleur choix pourtant, selon les acteurs de l'époque, qui ont pris cette décision. Lorsqu'on est sur un projet aussi complexe,
qu'on gère de la complexité, qu'il faut être à temps. Il faut un marché global. Parce que si vous voulez construire un nouveau système complexe avec une infinité de petits marchés, alors il y a peut-être des secteurs où ça va bien, mais pas dans des technologies naissantes comme ça, c'est pas possible. Si on avait eu une succession d'entreprises intervenantes, on allait sûrement vers toute une série de difficultés. Mais à la lecture du rapport confidentiel de l'IGA, un marché unique ne s'imposait pas. Nous avons retrouvé un acteur de premier plan, un ancien cadre qui a travaillé sur ce dossier durant plusieurs années. Il préfère rester anonyme. Il était tellement confortable de choisir un seul et unique prestataire où je compare ce prestataire comme une boîte à outils. Vous avez l'ensemble dans les petits tiroirs pour tout bricolage. Là, ce n'était pas du bricolage, certes, mais Atos proposait une solution globale, quel que soit le coût d'ailleurs. Faire un marché unique, effectivement, c'est une solution de facilité puisqu'on a un seul interlocuteur en face. Par contre, si on cherche à faire des économies, on a tout intérêt à avoir un véritable professionnel dans chaque branche. C'est bien cela dont il est question dans le rapport. Passer plusieurs marchés aurait été plus économique. Aucune nécessité technique n'imposait de passer un marché unique. La fourniture de prestations, télécommunications, éthique, télépaiement des amendes, traitement des contestations auraient pu faire l'objet de marchés spécifiques. Atos, c'est ce que l'on appelle une SS2I, une société de services et d'ingénierie en informatique. En clair, une société qui propose des solutions informatiques comme des logiciels. Entre fin 2003 et début 2016, 4 contrats sont conclus entre l'État et Atos pour gérer le centre de Rennes. 4 contrats sur 12 ans pour une facture totale d'1 milliard d'euros. Des marchés énormes qui confient à Atos, une société informatique donc, la gestion de tout à Rennes. La cantine, la sécurité, le ménage et même la décoration florale. Pour répondre à ces besoins multiples qui ne font pas partie de son cœur de métier, Atos doit faire appel à de nombreux sous-traitants. En 2014, le rapport en dénombre 25. C'est tout à fait anormal qu'une SS2I s'occupe de la restauration, des espaces verts, de l'entretien des bâtiments, qu'on ait pu donner un marché global à une SS2I, ça me semblait anormal. Pour s'occuper de tout cela, y compris de cette sous-traitance, Atos est rétribué plus de 10 millions d'euros. Mais ce que le rapport révèle, c'est qu'en plus de ce forfait, Atos facture à l'État une marge supplémentaire sur chacun de ses sous-traitants. Des marges élevées, des marges parfaitement évitables. Par exemple, pour simplement virer le loyer du centre de Rennes, Atos prend durant plusieurs années, en plus de son forfait de pilotage, la modique somme de 300 000 euros par an. Or, ces marges auraient pu être évitées si des marchés avaient été passés directement entre l'État et ses sous-traitants. Ou si l'administration les avait payés directement, comme c'est normalement la règle. Conclusion, Atos était payé 2 fois. Une surprise pour l'un de ses anciens sous-traitants, DocaPost, chargé d'imprimer et d'envoyer les contraventions. Alors il se trouve que dans ce rapport, on apprend que les marges appliquées sur le travail de DocaPost pouvaient aller jusqu'à 22%. Pour 2014, 4,2 millions d'euros. Vous n'étiez pas au courant? Non, j'ignorais cette situation et évidemment, ce n'était pas dans nos préoccupations non plus, puisque l'objectif de DocaPost était de rendre sa prestation conformément au contrat qui la liait à Atos. Démarre jusqu'à 22%, je dirais que je l'apprends aujourd'hui. Bon, je vois qu'ils se sont bien débrouillés. Tellement bien débrouillés que le rapport déplore même une position dominante. Un même titulaire depuis 10 ans. L'administration est, semble-t-il, plus qu'en situation de dépendance à l'égard de son fournisseur, captive.
À entendre nos sources, Atos prend progressivement ses aises. Les témoins de ces marchés successifs ont pu remarquer qu'il était de plus en plus difficile de discuter avec le prestataire. Atos avait tendance à imposer son bon vouloir. Atos, qui est chargé de faire le travail, a pris le pouvoir. C'est eux qui pilotent et qui tirent les ficelles pour que tout aille dans leur sens. Le souhait d'un interlocuteur unique avait ainsi conduit à mettre en place un dispositif monolithique. Un seul marché, ne comportant qu'un seul lot, passé par une seule administration avec un seul prestataire. Ce monolithisme allait conduire à ce que les marchés ne cessent de prendre de l'ampleur et à ce que la concurrence ne puisse plus guère jouer. Atos s'est renforcé au fil de l'eau en ayant le monopole des projets. Quelqu'un qui a le monopole, tout lui est permis au niveau des prix et des décisions. En disant de toute façon, à ce jour, ils ne pourront pas se dispenser de nous. Point. On avait des ingénieurs avec nous qui travaillaient sur le projet, qui trouvaient que les choses étaient beaucoup trop chères, et jamais le prix n'était négocié. Jamais. Et ça remontait au directeur de l'agence, le préfet de Bac. Et lui laissait couler. À titre d'exemple, lorsqu'on a fait faire un site, le site de l'Entaille. Un site web évalué par Atos à 1,7 million. Les experts l'estimaient à la marge à 350 000 € TTC. Et c'est inadmissible, ça. Le préfet Jean-Jacques Debac a beaucoup fait parler de lui en 2013. Bonjour, donc c'est ici que se font les constatations des infractions. Surnommé Monsieur Contravention, il a dû démissionner après que Mediapart a révélé qu'il faisait payer ses propres PV par l'administration. L'homme était visiblement peu regardant sur certaines dépenses au profit d'Atos. Je me souviens d'une réunion où on avait établi en début d'année le budget à dépenser. Donc on avait déterminé les actions qu'on avait à mener en priorité et elles étaient chiffrées. Et donc en fin de réunion, on était arrivé à un montant de 3 millions d'euros, 3-4 millions d'euros. Et alors qu'on avait un potentiel de 11 millions d'euros. À la fin de la réunion, on s'en va. Et 2 jours plus tard, Debac dit à Atos, vous avez 11 millions à dépenser. Malgré ce qu'on avait dit, malgré ce qu'on avait déterminé, il leur a donné le feu vert pour dépenser ces 11 millions. Ces dérives ne seraient pas les seules. Un ancien gendarme qui travaillait sur le projet nous raconte. Quand Debac est arrivé, là on a eu le problème Atos, parce que Atos a pris vraiment de l'expansion. C'est là qu'il y a eu les fameux dîners, les fameux cadeaux, les fameux... Voilà. Et donc il s'est laissé un peu emporter par la vague. N'ayons pas peur des mots. Sollicité, le préfet Debac a systématiquement refusé nos demandes d'interview. Allô ? Oui, monsieur Debac, c'est à nouveau Stéphanie Fontaine, journaliste. Qu'est-ce qui vous amène ? Je vous avais dit que je retenterais ma chance. Très sincèrement, c'est embêtant que vous puissiez pas répondre tout simplement ce que vous considérez... Mais j'ai pas de réponse à apporter. Moi, la seule réponse que j'ai apportée, c'est 2000 à 3000 morts de moins par an. Voilà. Autre préfet cité explicitement dans le rapport, Raphaël Bartholdt. C'est lui qui a mis en place le système, et donc ce gros marché unique tant décrié par l'IGA. Donc vous avez connaissance de ce rapport ? J'ai pas connaissance de ce rapport, non, j'ai pas... j'ai pas connaissance de ce rapport, non, oui. Surprenant, il a pourtant rendu des observations écrites aux enquêteurs. Ah, j'ai été entendu, mais j'ai répondu ce que je viens de vous répondre. C'est qu'il faut, dans un système global comme ça, donc il faut avoir un vrai chef de projet de l'autre côté. Une réponse évasive à des dérives bien concrètes.
Des changements importants sont intervenus après l'enquête de l'IGA. L'État a mis fin à cet énorme marché unique du centre de Rennes. Scindé en plusieurs contrats, le marché informatique, l'éditique, la sécurité, la restauration, etc. Et alors, l'État a-t-il vraiment gagné au change? Le dernier gros marché de 4 ans d'Atos est évalué à au moins 400 millions d'euros. Depuis, si l'on additionne la dizaine de marchés passés, on arrive à 144 millions d'euros. Soit une baisse de près de 65%. C'est sans compter les éventuels avenants. L'opacité du ministère de l'Intérieur, qui n'a répondu à aucune de nos questions, ne nous permet pas de donner les chiffres définitifs. Mais l'écart paraît de toute façon énorme. Lors de ce renouvellement, Atos a tenté de conserver la partie informatique. Mais c'est Capgemini, 3 fois moins cher, qui l'a emporté, sans que cela perturbe vraiment le fonctionnement de Rennes. Pour le 5e marché, donc, Atos a perdu le marché principal informatique, ce qu'on appelait le cœur, au profit d'un concurrent. Oui, le centre a continué à fonctionner. Bien entendu, certaines adaptations, certains dysfonctionnements mineurs ont pu être constatés, mais le centre a continué de fonctionner. L'enquête de l'IGA a bouleversé la gestion des marchés au centre de Rennes. Mais pour le commissaire Bluge, cela aurait dû aller plus loin. Il n'est pas compréhensible que le rapport soit resté sous clé à l'inspection générale d'administration. Il aurait dû être transmis au procureur de la République. Il y avait matière à faire. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont anormales et qui relèvent de la justice. Bonjour, monsieur Breton. Vous êtes dans quel état d'esprit, là? Je suis un fervent défenseur de la concurrence. Je suis contre les monopoles. Je suis contre les rentes. Je sais les dégâts que ça provoque. Ces propos peuvent surprendre. Avant de monter à Bruxelles, Thierry Breton, le nouveau commissaire européen pour la France, dirigeait Atos. Cette entreprise dont notre enquête montre qu'elle a profité d'un monopole de fait au centre de Rennes. Est-ce que vous considérez qu'Atos a été favorisé? Évidemment. Ils le savent. Atos le savait. Des soupçons de favoritisme évitables avec un vrai contrôle. Un contrôle par la Cour des comptes, par exemple. Gilles Joannet, ancien procureur général de cette institution, a passé 7 ans à scruter, éplucher, vérifier le bon usage de l'argent public. L'enjeu, c'est que ce soit bien géré, que ça ne dépense pas plus que ça ne devrait. Et après, il faut aller voir si ça a dépensé plus que ça ne devrait, est-ce que c'est au profit de quelqu'un? Ou est-ce que c'est de l'incompétence? Ça peut être d'ailleurs les deux. Donc le point clé est là. C'est est-ce que l'argent est bien dépensé? L'enjeu, là, est absolument capital. Mais le contrôle par la Cour des comptes des marchés publics de l'Entaille, l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, n'a jamais eu lieu. La Cour des comptes a limité son contrôle au contrôle des comptes. C'est-à-dire qu'elle a fait un contrôle traditionnel. Elle n'est pas allée jusqu'à contrôler la gestion. Moi, parquet, j'aurais souhaité, je l'avais dit. Mais pour autant, pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce qu'on n'a pas les moyens de traiter tout. C'est très désagréable, mais c'est comme ça. Dans le cadre de l'Entaille, l'enjeu, c'était le bon emploi des deniers publics. C'est-à-dire, est-ce que les partenaires de l'Entaille étaient trop bien payés ou pas assez payés? Pas assez payés, je crois qu'on peut éliminer l'hypothèse. La vraie question était de savoir si c'était trop payé ou bien payé. Il y avait quelques éléments qui pouvaient faire penser qu'ils étaient trop payés.
L'autre organe de contrôle aurait pu être le Parlement. Mais là encore, rien n'a été fait. Bilan, seule l'inspection générale de l'administration a procédé à un véritable examen. Mais son rapport serait certainement resté enterré au ministère de l'Intérieur sans le concours de l'association Anticor. Il y a un rapport de l'IGA, donc qui est l'inspection générale de l'administration, qui va révéler un nombre incroyable de dysfonctionnements et d'illégalités au sein de ce marché public. Le rapport ne dit pas texto que les marchés ont été passés de manière illégale. Alors, ils n'utilisent pas le terme illégalité, mais ils disent très clairement qu'il y aurait dû avoir des allotissements, c'est-à-dire qu'on aurait dû diviser le marché en plusieurs lots. Or, on a tout confié à une structure, Atos. Bref, la réalité du rapport de l'IGA, c'est qu'il décrit énormément d'illégalités et c'est pour cela que nous avons déposé plainte. Parce que le coût est incroyable dans ce dossier. Anticor a déposé plainte notamment pour délit de favoritisme dans cette affaire. Quand on a une violation des règles des marchés publics, soit parce que les co-contractants se connaissent, soit parce qu'on a envie que ce soit telle entreprise au détriment d'une autre, soit pour des raisons X ou Y, eh bien, ça favorise une entreprise au détriment des autres et donc ça augmente le coût pour la collectivité. Et c'est sur ce fondement-là que nous avons principalement déposé plainte. L'une des prestations pointées par Anticor et par l'IGA, c'est celle du procès-verbal électronique. Vous savez, ces PV dressés sur tablette. Le choix remonte à 2006. Les modalités de ce nouveau contrat avec Atos font débat au gouvernement. Nous avons mis la main sur 2 notes ministérielles qui le prouvent. En 2006, le délégué à la sécurité routière, Rémi Hetz, met en garde. Lancer cette expérimentation place Atos dans une situation durable de favoriser. Dans une note signée de sa main, l'ancien directeur du cabinet de Nicolas Sarkozy désapprouve aussi la manière dont ce dossier est envisagé, même s'il peine aujourd'hui à s'en souvenir. Bon, non, je n'ai pas souvenir de cette note, mais je vois pas, enfin, à la parcourir, je ne vois pas en quoi une faveur à l'entreprise Atos est en question. Vous nous dites, deuxième page, « Je souhaite vous faire part de mes réserves. La participation du titulaire du marché actuel à cette expérimentation dans les conditions contractuelles qui restent à définir lui permettrait de bénéficier d'un avantage concurrentiel certain. » Je ne me souviens pas de ça, mais de façon générale, on critique toujours tout en France, et vous en êtes le porte-parole actuellement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose d'anormal? Écoutez, il n'y a rien eu d'anormal. Simplement, il y avait une grande cause nationale, des dizaines de milliers de vies ont été épargnées, et je crois que tous les gens normalement conscients doivent s'en réjouir. Rien d'anormal. Nous découvrons pourtant que c'est ni l'intérieur ni les transports, habituellement décisionnaires en matière de sécurité routière, mais le ministère des Finances qui réclame ce PV électronique. Et c'est sur ces recommandations que la décision est finalement prise. D'introduire dans le marché de renouvellement des radars, en cours de rédaction, toutes les prestations qui permettront ces évolutions. Et qui permettront donc le PV électronique. Une décision vivement critiquée par l'IGA, sans qu'elle soit en mesure de déterminer si ceci a relevé d'une volonté délibérée de favoriser Atos ou d'une commodité, continuer d'avoir un interlocuteur unique. Mais qui est ce ministre qui pousse tant le dossier depuis Bercy? En 2006, le ministre des Finances n'est autre que Thierry Breton. En 2007, il quitte Bercy. Peu de temps après, un nouveau contrat est signé avec Atos. En 2008, l'ancien ministre prend la tête de cette entreprise et la facture explose. Le contrat signé en 2007, qui inclut le PV électronique, devait initialement coûter 236 millions d'euros. Mais il y en aura pour plus de 333 millions d'euros. Une augmentation de 40%, jugée anormale par ce professeur de droit public.
Le droit des marchés publics limite la possibilité de modifier le contrat en cours d'exécution. On peut considérer assez globalement qu'un avenant ou une série d'avenants sur l'ensemble d'un contrat ne devrait pas dépasser 10 à 15% du montant du marché initial. Thierry Breton ne débarque pas seul chez Atos. Avec lui, il entraîne son ancien directeur de cabinet à Bercy, Gilles Grappinet. Il n'est pas non plus le Premier ministre à atterrir chez un acteur du système des radars. L'un de ses prédécesseurs aux finances, Francis Maire, a rejoint Safran. Deux parcours qui ne soulèvent aucune question pour leurs anciens collègues. Il se trouve que quand Thierry Breton était ministre des Finances, il a passé commande de ce fameux PVE, de ce procès-verbal électronique. Il a passé commande, c'est-à-dire qu'il l'a inclus dans l'appel d'offres, dans le cahier des charges. C'est ça. Et alors ? Et je pense qu'il a d'autres qualités à défendre que d'avoir mis un jour 4 lignes de plus dans un appel d'offres. C'est pas ça qui l'a fait rentrer chez Atos. Je pense que c'est un homme qu'on s'arrache dans le milieu des affaires. Et je pense qu'il n'y a pas qu'Atos qui l'attendait à la sortie pour l'embaucher. Écoutez, très franchement, je ne pense pas qu'à l'époque, le ministre des Finances, qui était Thierry Breton, ait pensé ou même espéré diriger Atos. Vous en êtes sûr ? Il est arrivé beaucoup plus tard et par quand même un concours de circonstances. Enfin, et d'ailleurs, je salue la façon dont il préside Atos. Il lui fait connaître une croissance considérable, ce dont tous les Français, et vous aussi, vous devriez vous réjouir. Enfin, il y a quand même plusieurs personnes qui ont travaillé à la mise en place du contrôle automatisé, qui se retrouvent ensuite à la direction des entreprises choisies et dont on dit par ailleurs qu'elles auraient pu être favorisées. Mais écoutez, moi je suis en désaccord total avec vous. Je répète que ces entreprises ont été choisies parce que c'était des entreprises qui étaient les mieux disantes. Ces départs pour le privé, c'est un pantouflage habituel pour l'ancien gendarme Christian Marche, qui faisait partie de l'équipe au démarrage des radars. C'est le pantouflage normal dans les ministères. Si Christian Marche se montre aussi compréhensif, c'est peut-être parce qu'il est lui-même parti du ministère, pantouflé chez Sagem, alors filiale de Safran. J'ai été mise à la retraite le 10 février 2009 et j'ai commencé chez Sagem le 1er mars 2009. Et vous ne croyez pas que ça aurait pu poser des interrogations, de passer direct auprès de la société au qui... Non, j'étais à la retraite. J'avais deux choix possibles, soit de rester à la retraite, mais ne rien faire, soit de trouver un travail. On m'a proposé ce travail-là, cette activité, je l'ai prise. Il n'y avait aucun conflit. En dehors des ministres, il nous apprend lui-même que son cas n'est pas isolé. Dans la mission, pour le ministère de l'Intérieur, entre autres, oui, il y avait effectivement le capitaine Samuel Fringant, qui était partie prenante aussi dans la mission quand il y avait des réunions. Samuel Fringant, un ancien conseiller du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Oui, donc il suivait aussi un peu l'aspect radar automatique. Ah, tout à fait, oui. Écoutez, Samuel Fringant, que je connais, il est arrivé au cabinet beaucoup plus tard. Il ne s'occupait pas de ça en plus. De même que chez Safran, il ne s'occupait pas du tout de ces choses-là. Le capitaine Samuel Fringant, que j'ai rencontré quand je suis rentré à Sagem, a été un futur directeur de Sagem. Ok, vous étiez en famille. Et il s'occupait justement du département radar automatique. Enfin, il avait sous son autorité le département radar automatique. Il n'y a guère que Chantal Joanneau, ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy, à émettre des réserves. Pour les ministres, effectivement, qui arrivent à la tête de ce type d'entreprise, aujourd'hui, ce serait plus compliqué puisque vous ne pouvez pas, alors pour un ministre, c'est un peu différent, mais normalement, vous ne pouvez pas postuler à un poste, faire arriver à la tête d'une entreprise que vous avez contrôlée ou pour laquelle vous avez eu passé des commandes. À l'époque, c'était possible. À l'époque, a priori, ça posait moins de questions, il y avait moins d'exigences, effectivement, déontologiques ou éthiques. Aujourd'hui, un haut fonctionnaire ou un responsable ne pourrait pas faire ça. Pour Anticor, ce mercato relève de la justice. C'est pour ça aussi que l'association a déposé plainte. La prise illégale d'intérêt, c'est ça. C'est qu'on a servi l'État
C'est-à-dire qu'on a servi l'intérêt général, on a servi le service public, et puis après, on va servir l'entreprise pour laquelle on était intervenu en tant que représentant de l'État. On a déposé plainte maintenant il y a 4 ans, et il ne se passe rien. Et en tout cas, il ne s'est rien passé. Et donc nous avons, depuis récemment, déposé une plainte avec constitution de partie civile dans les 2 dossiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande en réalité à ce que le dossier quitte le parquet national financier pour aller au pôle financier, c'est-à-dire qu'un juge d'instruction soit chargé d'enquêter. Dans la plainte d'Anticor, Francis Maire et Thierry Breton sont nommément cités. Le premier n'a jamais répondu à nos sollicitations, pas plus que Thierry Breton que nous sommes allés questionner à la sortie de son audition à Bruxelles pour devenir commissaire européen. Monsieur Breton, Monsieur Breton, l'association Anticor a porté une plainte dans laquelle vous êtes cité. Est-ce que vous craignez d'être mis en examen? Est-ce que vous démissionnerez si vous êtes mis en examen? Monsieur Breton, l'association Anticor a porté plainte pour prise illégale d'intérêt. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Est-ce que vous avez, pour information, ces enquêtes qui ont été ouvertes au parquet national financier? Je n'en ai pas connaissance. Elles ne relèvent pas du parquet de Paris et je n'en ai pas connaissance. Non, mais vous pourriez, vous, en tant qu'ancien délégué à la sécurité routière, être entendu dans le cadre de ces enquêtes? Non, je n'ai jamais été entendu. Ma connaissance, elle ne porte pas sur la période concernée. Et donc vous êtes un peu au courant? Pas du tout. Et est-ce que ça pose un souci en soi que vous soyez aujourd'hui procureur de la République de Paris et que vous puissiez éventuellement être interrogé dans ce cadre? Écoutez, pour le moment, je ne vois pas la difficulté parce que je ne connais pas du tout ces enquêtes et ces enquêtes sont suivies par un autre parquet, donc je ne vois pas de difficulté à cet égard. Écoutez, moi je vous dis ce que je sais, c'est que cette affaire a été conduite de façon irréprochable et qu'elle a abouti à des résultats considérables et extrêmement satisfaisant. Mais vous êtes au courant quand même de l'ouverture de ces enquêtes? Je ne suis pas au courant. Vous n'avez pas été entendu dans ce cas? Non. Parce que vous pourriez l'être en étant... Je n'ai jamais entendu sur cette affaire. Voilà, c'est tout. Saisi par Anticor, le juge d'instruction apportera peut-être enfin des réponses. Nul doute, aucun excès de vitesse n'a été relevé à l'encontre de la justice dans tous ces dossiers. La faute certainement à ces... Au contraire. Oui, allô? Bonjour, Jacques Duplessis à l'appareil. Vous faites bien de m'appeler, j'allais vous appeler dans 1 heure. En ce moment, les radars, c'est un sujet... c'est un sujet difficile, là, voyez-vous. Je suis désolé, mais c'est non, parce que j'aime pas ces méthodes. Bonjour, c'est la gendarmerie. Concernant l'histoire des radars automatiques, on ne pourra pas donner suite, en fait, à votre demande. Je vous connais pas, vous m'appelez Monsieur Sarkozy, je suis plus dans la vie publique. Ça, c'est pas possible, on fait pas. Je pense que ça ne va pas être possible. On n'autorise aucun tournage. Il n'y a pas d'autorisation qui est accordée, comme je pensais vous l'avoir dit. Je n'ai aucune interview à faire de quoi que ce soit. Terminé. Voilà. Bah, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi vous permettez de m'appeler sur mon téléphone portable.